Alors voilà, donc dans le dossier contrôle des couleurs lors de la création de GIF, vous pouvez ouvrir le document, lui attribuer le profil sRGB, édition attribuer un profil sRGB, si Photoshop ne vous l'a pas demandé au démarrage, à l'ouverture de l'image. Donc je vous préviens, ça va aller très vite, il n'y a pas grand chose à montrer ici. Simplement, quand on exporte, quand on enregistre pour le web et qu'on choisit GIF, vous avez donc le nombre de couleurs que vous pouvez choisir dans le menu, voire même indiquer. Par exemple, 50 ici. Ça, vous connaissez. Ça vous fait une table des couleurs avec les 50 couleurs présentes dans l'image. OK. Bon. Eh bien, on va voir comment on peut le préparer à l'avance avant d'aller enregistrer pour le web. Et quel est l'intérêt éventuellement de le faire à l'avance? Bon, ben, première chose, je vais la dimensionner à la dimension qu'elle aura sur le web. Pour ça, soit je connais la dimension à l'avance parce que j'ai préparé une cellule, une zone div pour la mettre dedans, et bon, ou alors je peux décider de manière libre ici dans Photoshop, et je vais le faire avec l'onglet Navigation, menu fenêtre Navigation. Et je vais donc jouer sur le curseur ici pour décider à quelle dimension je veux finalement cette image. C'est la loupe, en effet, oui. C'est la loupe, c'est un système qui permet, sur des gros travaux, d'avoir une vue d'ensemble sur le travail et dans la fenêtre navigation et de pouvoir décider qu'est-ce qu'on voit. Mais en fait, ici, on s'en sert pour savoir quel taux de réduction on va donner à l'image. Donc, visuellement, on voit ce que ça donne. Idéalement, il faudrait mettre l'écran en 1024-768 comme un utilisateur final pour vraiment juger du résultat. Bon, une fois que vous avez le pourcentage, vous avez décidé du pourcentage, vous allez pouvoir le copier-coller. Ici, hein, je sélectionne, je copie et je vais réellement transformer cette image. On l'avait déjà fait, mais la réduction, je l'avais faite lors de l'export web, ici à pourcentage. Mais je vais le faire maintenant, en fait, dans Photoshop, par image, taille de l'image. Image, taille de l'image, je me mets ici en pourcent, et je tape, je colle. Bon, c'est là qu'on se rend compte qu'il ne fallait pas, en fait, prendre le signe pourcent, en fait. Hein. Il fallait prendre juste que le chiffre. Parce que le pourcent, il est déjà mis là. Non, mais alors, et alors, on ne fait pas lors de l'enregistrement sur le web, le pourcentage? Et comme technique de rééchantillonnage, c'est-à-dire réorganisation des pixels, puisque leur nombre va changer, je vais choisir bicubique plus net réduction, puisque je réduis. Bon, sinon, si je me mets en automatique, il va choisir ça d'office. Hein. OK. Donc, quand vous avez fait ça, vous allez double-cliquer sur l'icône de la loupe pour voir l'image à l'échelle 100%. Ben oui, une fois qu'elle est redimensionnée, on ne reste plus à l'échelle qu'on avait choisie, on veut la voir à l'échelle 100% comme ce sera dans le navigateur, chaque pixel de l'image sur un point de l'écran. Et voilà, vous avez votre image redimensionnée. Bien, je vais enregistrer l'image sous un autre nom. Voilà, j'ai juste indiqué que c'était la version redimensionnée. Bon, bien entendu, quand vous mettez vos images sur le web, donnez-leur des noms sexy parce que sinon ça risque d'apparaître à un certain moment. Et pour le référencement, c'est toujours bon aussi. Ah tiens, oui, ça c'est...
Je vais quand même l'enregistrer au format Photoshop, le temps de travailler sur elle en fait, hein, pour qu'il n'y ait pas à chaque fois que j'enregistre en JPEG, pour qu'il n'y ait pas à chaque fois donc de la compression qui se met sur ce qui est déjà compressé. Donc format Photoshop, voilà. Alors là, je vais faire une conversion vers une image en couleur indexée. Je suppose que tout le monde voit ce qu'est une image en couleur indexée, ou pas? Non, peut-être pas? Oui. Donc le principe, c'est qu'actuellement, on a une image dont les couleurs sont créées par mélange de 3 primaires de base, rouge, vert et bleu. 3 couches, chacune des couches pouvant contenir 256 niveaux. Alors, je vais dans Image, Mode, Couleur indexée. Et je vais dire ici que je vais faire une image en couleur indexée, par exemple avec 50 couleurs. Je peux enfoncer la touche tabulation une fois que j'ai fait ça pour valider. Avec la case aperçu cochée, je vois ce que ça donne. Il y a donc 50 nuances pour créer cette image. Image mode couleur indexée, OK. Et voilà, vous avez donc une image maintenant avec une seule couche qui est en réalité du gris, donc 3 fois plus léger que l'image RVB. C'est du gris, et à chaque niveau de gris, on attribue une des couleurs de la table des couleurs, et la table des couleurs, vous pouvez aller la voir en allant dans Image Mode, Table des couleurs. Voilà les 50 couleurs qui ont été choisies par Photoshop, les plus représentatives dans l'image, pour donc être attribuées sur les différents niveaux de gris. Ok, donc voilà. Et donc pour répondre à ta question, le GIF, oui, pour des icônes, ça peut encore se justifier, c'est très léger. Alors quand tu dis que c'est plus léger que le PNG, il faut faire la différence entre le PNG 8, qui est un peu l'équivalent du GIF, et le PNG 24, qui est plutôt, qui se rapproche du JPEG. On est en 16 millions de couleurs avec le PNG 24. Et avec le PNG 8, on est en 256 couleurs maximum. Alors je vais annuler la conversion, édition annulée. Je reviens donc à la version RVB. Alors, si dans le mode tu passes directement de couleur indexée à couleur RVB, évidemment, tu vas avoir une image dans laquelle tu vas potentiellement pouvoir mettre 16 millions de couleurs, mais elle n'aura jamais que 50 couleurs. Oui. Donc attention, ce n'est pas la même chose. Donc voilà. Bon, il n'y a pas de transparence dans cette image, mais c'est vrai qu'on avait coché l'option transparence et il y avait dans la table des couleurs une couleur transparente qui était là. Le GIF et le PNG 8 permettent de la transparence, mais un seul niveau de transparence. Le PNG 24 va permettre la transparence multiniveau. C'est pour ça qu'on l'utilise de plus en plus, parce que pour vraiment faire des effets intéressants, graphiques sur les sites, le PNG 24 sera intéressant. C'est-à-dire la transparence sur plusieurs couleurs? Non, de la transparence sur différents niveaux de transparence en fait. Oui, différents niveaux de transparence. Typiquement, l'exercice du détourage de cheveux qu'on avait fait, si vous exportez l'image en PNG 24, vous allez avoir vraiment, vous allez pouvoir mettre le personnage sur n'importe quel fond dans le site web. Bon, on s'éloigne un peu du sujet. Alors ici, je vais juste vous montrer une astuce. Dans les photos, il y a parfois une partie de l'image qu'on voudrait favoriser. On voudrait qu'il y ait plus de couleurs dans cette partie-là. Je recommence ma conversion ici en 50 niveaux, 50 couleurs. Bon, vous voyez qu'au niveau du visage, il y a quand même pas mal de destruction. Ce n'est pas extrêmement agréable. Je suis en 50 couleurs, ok? Alors, la petite astuce, c'est avant de faire la conversion en couleur indexée, d'aller au lasso, avec le lasso libre ici,
Le lasso que vous mettez en 0 pixels de contour progressif, on ne veut pas un lasso avec un bord flou. Un bord flou, il y en aura quand même un. Il y en aura quand même un parce que le lissage est enclenché, l'anti-crénelage, mais il sera vraiment très léger, en fait, le flou sur le bord de la sélection au lasso. Et alors, vous allez englober les nuances que vous voulez favoriser. Voilà, avec la touche majuscule, je vais éventuellement ajouter ça. Ben, c'est typiquement la peau, en fait. Hein. Je voudrais que dans la table des couleurs, les 50 couleurs qui vont être créées, il y en ait plus qui concernent ces couleurs que je viens d'entourer. Maintenant, quand je vais dans Image Mode Couleur indexée, je vais faire CTRL H pour masquer la sélection, mais elle est toujours là. Vous devriez remarquer par rapport à tout à l'heure que il y a toujours 50 couleurs qui vont être créées, mais il y en a plus qui vont servir à créer la couleur de la peau. C'est moins destructif en fait au niveau de la couleur de la peau. Mais ça veut dire que le reste de l'image est composé de moins de couleurs. Le t-shirt, il y a moins de nuances de rouge pour le t-shirt et de gris. Alors, pour que ce soit visible, je vais vous faire les deux en fait. Je vais ici dupliquer l'image et je vais vous les mettre côte à côte parce que c'est vrai que c'est assez subtil. Sur l'image de gauche ici, je vais faire une conversion en couleur indexée sans avoir de sélection. Donc sélection désélectionnée, il n'y a pas de sélection. Image mode couleur indexée, donc 50 couleurs, voilà. Sur l'image de droite, je vais faire une conversion aussi, mais après avoir été englobé certaines couleurs comme ceci. Ok. Image mode, couleur indexée, 50, voilà. Alors. Ok. Alors je vais zoomer. Chose que normalement on ne fait pas évidemment. Vous voyez la différence? Les deux images sont avec 50 couleurs. La différence, c'est que celle de droite, j'ai indiqué des couleurs que je souhaitais préserver et pas dans celle de gauche. Donc le visage est mieux à droite. Par contre, certaines choses vont être moins bien. Si je regarde le t-shirt par exemple là, ok, ça va, il est quasiment identique là. Où est-ce qu'on a des différences alors? Tu dis? C'est le fait que c'est identique, mais il n'y a aucune sélection qui s'est faite sur le vêtement. Donc le fait de faire la sélection sur le visage, j'indique les couleurs, j'indique que je veux plus de nuances dans la table des couleurs. Je veux plus de nuances pour ce qui est englobé là, les nuances que j'ai englobées, que j'ai sélectionnées en fait. Et en principe, il y a moins de nuances qui créent le reste. Mais ici, ça ne se ressent pas trop. Là où il y a du blanc, là? Vers la droite? Là, ça se voit? Ah oui, oui. Oui, en effet, ça se voit. Ça a eu une influence. Ah oui, donc il y a moins de nuances pour créer la bande grise du t-shirt, visiblement. Mais bon, c'est pas très grave, en fait. Hein. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire une image en couleur indexée en faisant en sorte qu'une partie de l'image reçoive plus de couleurs que les autres, automatiquement grâce à Photoshop. Donc une fois qu'on avait sélectionné au lasso, après... Évidemment, ça change quelque chose à la table des couleurs. Bon, pour l'image de gauche, je vais aller voir la table des couleurs. La voilà. Je vais vous faire une copie d'écran, ce sera plus facile de comparer. Ok, je vous fais une copie d'écran de ce brol. Ça, c'est celle sans avoir fait de sélection. Et l'autre image, la table des couleurs. Je fais une copie d'écran aussi, puis je vais vous les mettre côte à côte.
Bon, ben voilà, la table des couleurs avec la sélection comporte plus de nuances en fait, hein. C'est celle qui est au-dessus en fait. Il y a plus de nuances de couleurs de peau Ah ouais, ok. que dans la table des couleurs originale en fait, hein. Ok. Donc c'est mieux avec la sélection. Ben oui, c'est le principe, c'est le but, c'est de voir que pendant que vous réduisez le nombre de couleurs d'une image, vous avez la possibilité de favoriser une partie des nuances. Et typiquement, ce seront les visages, hein. On va essayer que la couleur de la peau soit mieux rendue, que ça ne commence pas à pixeliser. Et voilà. Et au niveau de la taille, ça change. Au niveau de la taille, ça ne change absolument rien. Non, c'est toujours une image en niveau de gris avec 50 nuances qui sont attribuées. Ok, et à partir de là, vous faites l'export habituel pour le web, enregistré pour le web, et vous indiquez le nombre de couleurs que vous voulez. Et voilà. Vous avez présélectionné, vous avez créé la table des couleurs avant de faire l'export pour le web, plutôt que de la faire pendant l'export pour le web. Ok. Alors, tant que j'y suis, j'en profite pour vous montrer un truc qui sera assez intéressant pour vous pour la suite. C'est la possibilité de comparer deux images côte à côte. Comparer deux images côte à côte, ça va forcément vous servir. Il y en a qui connaissent déjà, d'autres pas. Alors, je vous montre. J'ai ici les deux images qui sont côte à côte. Ok. J'ai zoomé sur une, éventuellement sur l'autre. Ok, bon. Je vais les remettre toutes les deux à l'échelle 100%. Et pour ça, je vais aller en bas à gauche de la fenêtre, taper à la place de 41-26. Ici, je vais taper 100. Touche tabulation, touche entrée. Voilà. Même chose pour l'autre fenêtre. Je vais la mettre à l'échelle 100. Touche entrée. Ok, elles sont à la même dimension, toutes les deux. Et ce sont des images différentes en fait, hein, mais elles sont à la même dimension. Puisqu'on sait que celle de gauche, la peau du visage n'a pas été favorisée, et celle de droite, la peau du visage a été favorisée. C'est un peu mieux. Ok. Alors, je vous montre et vous testez après si vous voulez. Je vais activer la loupe dans la palette des outils, et dans les options de la loupe, je vais aller cocher l'option Zoom Fenêtre. Ensuite, je vais activer la main dans la palette des outils, et dans les options de la main, je vais cocher l'option Défilement des fenêtres. À partir de là, quand je zoome dans n'importe laquelle des deux images, ça zoome dans les deux. Quand je zoome en arrière dans n'importe laquelle des deux images, ça zoome dans les deux. Quand je fais un panoramique avec la main, ça panoramique dans les deux. En fait, comme dans la boîte d'exportation pour le web, sauf que vous êtes dans Photoshop là. Vous êtes en train de travailler dans Photoshop et vous avez la possibilité donc de comparer deux images. Bien entendu, une fois que vous êtes sorti de cette nécessité de comparer, vous allez décocher l'option défilement des fenêtres. Sinon, par la suite, quand vous aurez plusieurs travaux ouverts dans Photoshop, quand vous allez défiler dans un, ça va défiler dans tous. Et décocher aussi Zoom Fenêtre pour la main et pour la loupe, vous décochez les options qu'on avait mises.